Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Face Caméra, le rendez-vous vidéo de Place Grenette. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Madame Monique Sorrentino, directrice du CHU Grenoble-Alpes. Monique Sorrentino, bonjour. Bonjour. Alors, petite présentation du CHU Grenoble-Alpes. C'est une grosse machine, c'est 3 sites. C'est le site Grenoble-Nord, à cheval sur Grenoble et la Tronche. C'est le site sud sur Échirolles. C'est l'hôpital de Voiron. C'est, alors là, je reprends les chiffres qu'on trouve sur le site, 2100 lits et places. 11 500 professionnels, c'est à peu près l'équivalent de la population de Sassenage quand même, pour se faire une idée. Et puis c'est une grosse assise sur la ville. Quand on prend depuis le pont de la Tronche jusqu'au pont du campus, l'espace est entièrement, quasiment consacré au CHU. C'est une petite ville dans la ville, le CHU Grenoble-Alpes. Oui, on peut tout à fait le voir comme ça. C'est sans doute le premier employeur du département. Et dans tous les hôpitaux, quelle que soit la ville, l'hôpital est assez souvent le premier ou le deuxième employeur de la ville. C'est aussi le cas de l'hôpital de Namur, par exemple. Donc, quelle que soit la ville, l'hôpital public du territoire occupe une grande place, bien sûr dans la prise en charge des patients, mais bien au-delà, il occupe une place dans la vie de la cité. Et c'est une cité dans la cité, en effet. C'est un hôpital qui bouge. Il n'y a pas eu longtemps, donc on inaugurait le plateau technique. Il n'y a pas eu longtemps, on inaugurait l'hôpital de Voiron aussi. Et puis là, c'est un peu la grosse actualité du moment. C'est le plan de modernisation qui se met en place. Gros projet à l'horizon 2035. Récemment, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a annoncé un investissement, enfin un déblocage en tout cas de 201 millions d'euros pour ce projet. En gros, c'est quoi les grandes lignes de ce projet de modernisation et surtout, c'est quoi ses objectifs ? Alors, l'objectif de ce projet de modernisation du CHU, c'est d'arriver à concrétiser le projet d'établissement du CHU de Grenoble que nous avons voté pour la période 2023-2027. Donc là, on a travaillé avec les médecins, avec les soignants sur quelles étaient nos orientations stratégiques, comment on traçait notre avenir. Et ce projet de modernisation du site nord, donc de l'hôpital de Michalon, c'est une des concrétisations de ce projet d'établissement du CHU qui transpose et projette l'établissement vers le futur avec confiance dans notre futur que nous allons co-construire. Et effectivement, pour arriver à porter ce projet ambitieux, il était tout à fait impératif d'arriver à moderniser le site Michalon, qui est l'hôpital qui, à lui tout seul, réalise pratiquement 80% de l'activité. Et donc, pour tous les Grenoblois, pour toutes les personnes qui habitent en Isère, vous savez que c'est un bâtiment qui date des années 70. Et pour ceux qui le fréquentent, il y a un vrai sujet de modernisation et d'adaptation de ce fabuleux outil aux nouvelles techniques de prise en charge, aux nouvelles organisations. Donc, c'est un projet de modernisation. Nous l'avons baptisé le projet SIM, parce que le CHU de Grenoble, c'est le CHU des montagnes. En France, il est identifié comme ça. Et SIM, ça veut dire créer, innover, moderniser ensemble. Donc c'est vraiment ce travail de co-construction ensemble que nous voulons porter. Et pour l'hôpital Michalon, ça nous permet d'arriver à rénover cet établissement qui est né dans les années 70, bien qu'il est vieillissant, il n'y a pas de sécurité incendie conforme, il n'y a pas de douche dans les chambres, et puis surtout les organisations ne sont plus du tout adaptées à l'évolution des techniques, à l'évolution des organisations. Donc, nous travaillons sur ce projet depuis au moins 7 ans, mais les équipes qui étaient là avant moi y avaient déjà travaillé, puisque c'est complexe de rénover cet établissement, puisqu'il est énorme, et surtout, il est totalement occupé partout. Donc, rénover pendant qu'on continue de prendre en charge les patients, c'est compliqué. Donc, on a eu beaucoup de scénarios, d'études de faisabilité pour savoir par quel bout le prendre, comment arriver à rénover. Et on est arrivé, grâce à un travail collaboratif interne, grâce à l'appui de structures externes, dont les structures de l'État et l'Agence régionale de santé, qui nous ont aidés à trouver une solution technique pour arriver à rénover. Et pour rénover, donc, on a un programme de 10 ans avec une première grosse tranche qui se termine en 2030, ce qui est quand même assez rapide, où on va commencer par construire une grosse extension d'à peu près un tiers des surfaces qu'on va reconstruire par une extension qu'on va organiser sur le parking actuel. Et ça, ce sera livré en 2030. Et à partir de ce moment-là, on aura déjà fait quasiment les 2 tiers du chemin pour rénover Michalon. Et de 2030 à 2035, on rénovera chaque tour, chaque aile de l'hôpital Michalon. Et au milieu de tout ça, le plus important, c'est qu'on est arrivé à aboutir sur un projet certes technique et architectural, mais surtout sur un projet d'organisation avec les équipes. Et à part le nouveau plateau technique dont vous m'avez parlé à l'instant, je pense qu'il n'y a pas un seul service qui ne va pas bouger.
Donc en fait, c'est comme si finalement on reconstruisait un nouvel hôpital. En matière de financement, donc je viens de dire l'État 201 millions d'euros. Oui. Est-ce que le financement est assuré? Parce que je crois que le projet, je l'avais noté quand même, c'est 563 millions, c'est ça, qui sont estimés. Et du coup, les 300 millions et quelques qui restent, c'est que le département de l'Isère s'était engagé à mettre 16 millions d'euros finalement à retirer ses billes. Du coup, ces travaux vont être financés? Bien sûr. Ouais. Et comment? Alors, donc déjà dire que pour tous les autres projets immobiliers du CHU ou d'autres projets immobiliers en France, le taux d'aide à l'investissement est déjà élevé. C'est-à-dire que 200 millions d'euros sur 560 millions d'euros, c'est déjà énorme. Le CHU économe n'a jamais eu autant d'aide à l'investissement. Donc là, moi, je tiens à remercier ce que nous avons appelé le Ségur de la santé, ce qui, à la sortie du Covid, a permis de trouver des financements pour moderniser l'ensemble des hôpitaux en France. Donc, on s'est inscrit dans cette orientation-là. Donc, on n'a jamais eu un tel niveau d'aide. Et sur les 350 millions d'euros qui restent sur les 10 ans, eh bien, ça, c'est comme tous les projets d'investissement de n'importe quel établissement public. On a notre capacité d'autofinancement, c'est-à-dire ce que vous arrivez à épargner chaque année entre vos recettes et vos dépenses, quelque chose de très classique, et puis notre capacité d'endettement. Ça, ce sont des éléments qu'on a aujourd'hui valorisés à 560 millions d'euros, mais on a prévu, à chaque grosse phase de projet, de faire une phase de revoyure, c'est-à-dire qu'on va re-regarder chaque fois si les besoins de santé ont évolué, si les modes de prise en charge ont évolué pour réadapter notre projet. Donc, ce qui est important dans notre projet, c'est que c'est pas comme si on construisait un hôpital un jour J, comme on l'a fait sur Voiron. Là, on va reconstruire un gros tiers, et puis avant de lancer les autres tranches, on pourra à nouveau s'ajuster. Et c'est quand même très important parce qu'à aujourd'hui, mais on en reparlera peut-être, on a encore un tel niveau d'évolution des techniques que voilà, la prise en charge des patients va sans doute encore évoluer, et que l'hôpital Michelin permet cette flexibilité. Peut-être qu'on aura besoin de plus de lits d'hospitalisation que ceux que nous avons prévus, peut-être qu'on en aura besoin de moins, peut-être qu'on aura besoin de plus de blocs opératoires. Donc, c'est un projet qui pourra s'adapter, alors qu'un hôpital tout neuf, une fois que vous faites un programme, que vous l'investissez, déjà, il y a des choses qui ne vont pas bien parce que l'évolution est tellement rapide qu'on arrive moins à s'adapter. Donc là, moi, je suis vraiment sereine pour l'avenir du CHU, et c'était important qu'on ait quand même ce programme immobilier parce que ça donne une nouvelle trajectoire et une grosse force à nos équipes qui sont formidables. Petite question annexe, on a eu presque coup sur coup 2 ministres de la Santé qui de l'Isère et qui ont exercé au CHU, donc Olivier Véran, neurologue, et aujourd'hui Yannick Leder, cardiologue. Est-ce que ça aide en relation avec l'État d'avoir un ministre qui connaît le territoire et l'établissement, ou est-ce que les arbitrages sont tellement compliqués que de toute façon... Bien sûr que ça aide, mais pas dans un sens de favoriser le CHU de Grenoble, mais c'est vrai que c'est quand même une grande fierté pour Grenoble, pour la ville, que d'avoir 2 ministres de la Santé issus de notre territoire et issus du CHU. Donc, nous, ça permet quand même aussi de faire passer des messages, mais pour l'évolution du système de santé dans son ensemble. Oui, je pense que c'est quand même une opportunité, bien sûr. Alors, retour au présent, les urgences sont passées en mode adapté en 2022, donc le mode adapté, c'est-à-dire que la nuit, il faut appeler le 15, on ne peut pas s'y rendre directement, sauf exception. Il y a quand même des cas où on peut directement se rendre. C'était pas censé être dans la durée, et finalement, ça l'est, ça va faire 3 ans que ça dure. Est-ce que ça va devenir la norme, et puis pourquoi? Alors, en fait, on a été obligé d'adapter le fonctionnement de nos services d'urgence sur le territoire, parce que tous les services d'urgence travaillent main dans la main. Il y a des services d'urgence au niveau du CHU, il y en a dans les cliniques aussi, et donc c'est ce travail collaboratif qui nous a permis d'assurer la prise en charge des soins non programmés, des soins urgents. Et donc depuis 2021, on a eu certains services d'urgence qui ont été obligés de fermer la nuit parce qu'il n'y avait pas assez d'urgentistes. Donc c'est à partir de là qu'on a mis en place des tas de nouvelles organisations. Alors vous citez celle-ci, qui est de demander à la population d'appeler le 15 avant de se rendre dans un service d'urgence. Donc ça, je pense que oui, maintenant c'est rentré dans les mœurs, et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Et au contraire, avec ma directrice de la communication, avec l'ensemble des établissements, avec les services de l'État, beaucoup de communications qui sont faites, car le premier réflexe, c'est toujours d'appeler le 15, car au niveau du 15, on n'a pas arrêté d'augmenter le moyen
de régulation, etc. C'est vraiment le 15 qui est le mieux à même de savoir vers quelle structure vous orienter. Et donc ça, c'est un réflexe que je pense la population a quand même de plus en plus aujourd'hui. Et je continue de dire que c'est vraiment la bonne organisation. Ensuite, à l'intérieur des services d'urgence aussi, on a maintenant à peu près partout des infirmières d'accueil et d'orientation. Et là aussi, si jamais un patient s'est présenté aux urgences alors que ce n'était pas nécessaire, il y a une possibilité de réorienter le patient. Mais je dois dire que depuis maintenant plusieurs années, les patients qui se présentent aux urgences ont vraiment besoin d'être pris en charge aux urgences. Donc il y a quelques réorientations qui s'effectuent encore, c'est normal, mais pas tant que ça. Et donc beaucoup d'actions ont été mises en place pour gérer la crise des urgences, qui est une vraie crise. Et heureusement que beaucoup d'actions ont été mises en place. La semaine dernière, le président du Conseil de l'Ordre préside ce que nous appelons le Conseil territorial de santé, où il y a toutes les forces vives de la santé qui sont représentées, dont des élus, des représentants des usagers, etc. Donc on a passé plus de 2 heures pour expliquer tout ce qui était fait pour gérer les urgences, parce que c'est des organisations complexes qui sont extrêmement fines et précises, puisqu'on a toute une série, on a le SMUR aussi qui est important, les services mobiles d'urgence et de réanimation pour aller chercher des patients et les transporter. Ça, ce sont des vecteurs extrêmement importants. Donc, effectivement, souvent, les gens pensent aux urgences, mais derrière les urgences, il y a le SAMU, il y a les régulations, il y a les médecins de ville, les médecins libéraux qui participent énormément à la permanence de soins, il y a le service d'accès aux soins, enfin, il y a des tas de dispositifs, les maisons médicales de garde, qui font qu'ensemble, tous les acteurs de la santé, on se coordonne du mieux que l'on peut entre nous, dans un esprit de solidarité, pour arriver à passer ce cap difficile de la gestion des urgences aujourd'hui, en effet. Je fais une parenthèse sur l'association Alerte, justement, qui alerte, comme son nom l'indique, sur la problématique des personnes âgées aux urgences. Je crois qu'ils avaient l'intention, justement, d'en parler au CTS. C'est tout à fait ce qui a été fait. Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte pour ce public très particulier? Il y a plein de choses qui sont faites pour ce public et pour d'autres, parce qu'on n'est pas seulement âgé, mais on peut être âgé et cardiaque, âgé avec un top problème. Donc en fait, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place pour arriver à faire du mieux possible en termes de prévention. C'est-à-dire que la première des choses pour les personnes âgées, c'est, avant de recourir à un service d'urgence, d'éviter de passer par un service d'urgence. Donc il y a énormément d'actions qui sont mises en place en amont, où on essaye d'articuler encore mieux qu'avant les liens entre le social, le médico-social et le sanitaire. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on fait en amont. Après, en interne, dans un service d'urgence, on a aussi des actions d'amélioration, puis on a des actions d'amélioration entre les services d'urgence et les lits d'hospitalisation post-urgence. Puis après, il y a tout l'aval, où là aussi, on essaye de trouver des bonnes organisations pour que les personnes âgées puissent, quand c'est possible, regagner soit leur domicile, soit leur EHPAD, soit aillent en service de rééducation. Et puis, par exemple, vous avez entendu parler peut-être du projet ICOP, qui est un projet aussi qui est développé avec la Poste, avec DocaPost, où ils ont développé un outil qui permet à domicile des personnes âgées d'avoir un questionnaire que l'on peut remplir pour dépister assez vite le moment où la personne âgée devient fragile. Et là, on essaye de faire rentrer la personne âgée dans un parcours pour adapter sa prise en charge et pour éviter qu'à un moment donné, les choses s'aggravent et puis que le dernier recours soit l'hôpital. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup encore d'idées pour mieux faire, pour mieux prendre en charge les personnes âgées, mais pas que les personnes âgées aux urgences, bien sûr. Là, on va parler de la saison hivernale qui se termine. C'est toujours un moment clé pour le CHU de Grenoble parce que voilà, on a les montagnes à côté, on a les touristes, on a les skieurs. Ça s'est passé comment cette année? Est-ce qu'il y a eu besoin d'un plan blanc qui est souvent déclenché? Est-ce qu'il y a eu les équipes ont été très sollicitées? Oui, les équipes ont été très sollicitées et je dois dire que sur la prise en charge de la traumatologie, donc on bénéficie au CHU de Grenoble, mais aussi avec l'ensemble des autres acteurs, notamment les médecins de montagne, les autres cliniques, d'une coordination là aussi qui est faite pour prendre en charge ces flux de patients et les réguler au mieux à travers les plateaux techniques dont ils ont besoin, en sachant que pour la traumatologie, vous avez besoin, en plus des urgences, souvent, enfin si c'est de la grosse traumatologie, des services de réanimation. Donc ça, c'est un point d'entrée important.
ou vous avez besoin d'un bloc opératoire. Donc là aussi, il y a une coordination qui est mise en place avec le docteur Bania Chami, qui travaille aux hôpitaux Sud et qui est responsable des urgences traumato de Sud, qui lui, depuis des années, organise une coordination, une régulation en fait des flux de ces patients-là, qui ont de traumatologie liée à l'activité des sports de montagne, avec un soutien de l'ARS, un soutien de l'assurance maladie aussi, pour arriver à transporter les patients à leur domicile, pour les faire prendre en charge ici. Et donc, on est arrivé à passer la saison, qui a été une saison très occupée au niveau du ski. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de réservations, autant d'activités liées au ski. La saison a démarré très tôt. Et elle n'est pas tout à fait terminée encore, puisque ce week-end encore, on a eu des accidents, des stations de ski qui étaient ouvertes. Et puis avec les stations de ski, il y a, comme absolument sur tous les sujets sanitaires, chaque fois, on essaye de travailler sur la prévention. C'est-à-dire, y compris en station de ski, sur les pistes, mais aussi en station, des actions de prévention pour éviter que les grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants au ski ne glissent sur un trottoir qui est glacé, etc., etc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a aussi là aussi un travail de tous les acteurs pour s'organiser au mieux. Et puis bien sûr, on a tous les transports héliportés qui sont importants, et je pense que chaque Grenoblois sait bien qu'on est un CHU des montagnes parce qu'il y a une forte activité des transports SMUR héliportés qui sont vraiment une chance aussi pour aller plus loin, aller plus vite sur des zones compliquées. Voilà, alors il n'y a pas que la saison du ski, puisqu'on a aussi en fait, et on voit depuis plusieurs années, que l'activité de traumatologie n'est plus si très liée aux activités d'hiver. On voit avec l'activité touristique aussi pas mal de traumatologie toute l'année en fait. C'est-à-dire que le tourisme, 4 saisons vous amène... Absolument, absolument aussi. Voilà, mais non, on arrive à le gérer, et là aussi grâce aux efforts de tous, une coordination, voilà, chacun, y compris les cliniques, chacune arrive à faire un effort pour, pendant ces périodes-là, limiter quelques activités programmées pour faire de la place aux urgences au sein des blocs opératoires, par exemple. Et on arrive à tenir, on a renforcé des équipes, on ouvre des lits supplémentaires comme ces périodes-là. Voilà. Et sinon, la période hivernale a été aussi caractérisée par la grippe. Voilà. Et donc, je profite d'être ici pour vraiment repasser le message qu'il faut se vacciner pour la grippe et pour le Covid, parce que ça évite d'avoir des formes graves. Et il est vrai qu'on n'est pas encore au bout de notre peine sur ce sujet, que probablement nous aurions pu écourter ou supprimer certaines hospitalisations si la population s'était vraiment bien vaccinée. Donc c'est un appel à maintenir un effort de vaccination pour tous ceux qui en sont d'accord, bien sûr. Autre élément de contexte particulier à Grenoble, l'année précédente et même la fin de l'année 2023, beaucoup de fusillades, beaucoup de règlements de compte, beaucoup de guerres de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. Je suis curieux de savoir si le CHU s'adapte à ces circonstances-là, parce qu'on fait face à des blessures de guerre, on fait face à des blessures causées par les Kalachnikov, on a même eu l'explosion d'une grenade dans un bar. Est-ce que ça oblige le CHU à réorganiser les équipes, réorganiser les formations, ou est-ce que finalement le CHU fait face dans son fonctionnement normal ? Alors, il y a eu des formations sur, voilà, on a des plans particuliers pour le risque terroriste, etc. Donc, il y a eu des guerres qui ont été plus ou moins proches. Il y a eu certains attentats en France qui ont marqué. Donc, les équipes ont eu des formations, on s'est préparé. Et oui, je pense que le CHU est tout à fait capable de s'adapter. On a ce que nous appelons des plans de situation sanitaire exceptionnelle. Donc, on a une capacité d'adaptation qui est vraiment magnifique. Puisqu'effectivement, on a eu des situations sanitaires exceptionnelles. Alors, ça peut être une cyberattaque aussi. Enfin, voilà. Donc, tout ce qui est exceptionnel, on a des dispositifs quand même qui fonctionnent bien, qu'on essaye d'améliorer, qu'on teste et qui permettent très rapidement de mobiliser un certain nombre de personnes ressources qui vont travailler autrement que ce qu'elles font habituellement. En ce qui concerne l'accident lié à la grenade, voilà, l'hôpital a parfaitement bien fonctionné la nuit, avec beaucoup d'interventions chirurgicales la nuit, avec beaucoup d'expertises différentes, avec des personnes qui sont là H24. Donc j'insiste beaucoup sur l'H24. Quand on dit que des équipes sont disponibles H24, ça veut dire que pour avoir un médecin d'une discipline toujours présent, il en faut au moins 6.
qui soient disponibles, et c'est pareil pour les infirmières, etc. Donc la permanence de soins est importante. Elle est d'autant plus importante que quand vous voyez, vous devez faire fonctionner un hôpital 7 jours sur 7, ça veut dire 7 jours sur 7, 7 nuits sur 7, les samedis, les dimanches, les jours fériés. Et finalement, quand vous regardez le temps de travail du lundi au vendredi en période ouvrable, ce qui est la représentation naturelle du travail, eh bien le travail de nuit ou de week-end ou de jours fériés, en fait, représente 75% du temps de travail. C'est pour ça que la question de l'attractivité est vraiment très importante et que le sujet de permanence de soins, c'est-à-dire quand est-ce qu'on demande à des personnes de ne pas être avec leur famille le samedi, le dimanche, la nuit, etc., c'est un vrai sujet sur lesquels on travaille avec le plus de précision, le plus de souplesse possible pour que ce soit tenable pour les équipes. Donc non seulement c'est une ville dans la ville, mais c'est une ville qui ne dort jamais en fait. Eh bien si, heureusement, on fait des tours de garde et que certains se reposent pendant que d'autres travaillent. Et notamment quand il y a des plans de situations sanitaires exceptionnelles, avec des afflux massifs de victimes, et heureusement qu'on n'en a pas eu beaucoup. Nous, notre sujet, c'est quand un incident se déclare, tout le monde veut venir aider, et nous, il faut qu'on arrive à réserver des équipes qui viendront 4 jours, 5 jours plus tard, mais qui ne viennent pas tout de suite en même temps. Et on a l'habitude de faire ça. D'autres situations qui peuvent se développer, ce sont des maladies qu'on ne voit pas beaucoup en métropole, mais qui, à la faveur du réchauffement climatique, peuvent s'implanter. En ce moment, nos compatriotes de la Réunion font face à des épidémies de chikungunya très importantes. Le moustique tigre qui porte cette maladie, mais aussi la dengue, est très présent dans l'agglomération grenobloise, d'ailleurs notamment sur le site du CHU, avec l'Isère à proximité. Voilà. Comment est-ce que l'hôpital s'adapte à ça? C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont mis en place. Et je suis aussi curieux de savoir comment l'hôpital s'insère dans la chaîne de responsabilité. Est-ce que l'hôpital est prescripteur, par exemple, d'opérations de fumigation, etc. Est-ce qu'il participe à cette chaîne-là avec l'ARS, la préfecture, etc. Est-ce qu'il fait cette remontée de terrain-là? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous menons des actions de prévention du chikungunya. Donc, par exemple, on a supprimé des bassins, on a supprimé des zones d'eau qui stagnent. Donc, on a fait ce genre de choses. Non, on n'a pas à nous demander de faire des fumigations. Là, c'est l'État qui nous gère, les services de la ville, on n'est pas rentré dedans. Mais on sait s'adapter à des événements particuliers. J'espère qu'on n'en aura pas trop, mais oui, on est préparé à en avoir, et c'est vraiment toute la préparation que nous faisons à ces fameuses situations sanitaires exceptionnelles. Elles peuvent être extrêmement variables, elles peuvent être avec beaucoup de victimes sur un temps très court, ça peut être quelques victimes sur un temps long, donc la caractérisation de chaque crise, elle est particulière. Mais donc, c'est la raison pour laquelle on fait beaucoup d'exercices. Et quand on fait des exercices, ça mobilise tout l'hôpital. Hein. Et voilà, et on en fait des bilans. Chaque fois, on progresse et on avance ensemble. Donc, je ne suis pas tout à fait inquiète là-dessus. Et puis, et ça, c'est une chance incroyable. Hein. L'hôpital est basé sur des valeurs de solidarité, d'entraide, d'assistance à la personne. Et donc, chaque fois qu'il y a des situations sanitaires exceptionnelles, eh bien vraiment, les professionnels de santé sont encore plus disponibles, prêts à s'entraider, à trouver des solutions pour faire face. Et vous l'avez évoqué rapidement, mais on en est où du Covid, ou de la Covid? Écoutez, c'est devenu une maladie parmi tant d'autres. C'est la raison pour laquelle le vaccin, il est très très important de continuer de se vacciner. On a passé cette crise terrible du Covid. Ça a permis aussi aux établissements de santé et au système de santé de se réorganiser et d'améliorer les modes de prise en charge. Moi, ça m'a rappelé d'une certaine façon la façon dont le système de santé s'est adapté quand le sida est apparu comme nouvelle pathologie. Si on fait le rapprochement avec le sida aujourd'hui, on sait le gérer, il y a certains traitements qui sont bénéfiques, etc. Voilà, donc c'est rentré dans quelque chose de courant et on risque d'avoir de nouvelles maladies qui arrivent. Mais d'un autre côté, et vous le savez très bien, il y a de nouvelles maladies qui arrivent, mais il y a de nouveaux traitements qui arrivent, il y a de nouveaux vaccins qui arrivent. Donc on est aussi dans une phase d'innovation technologique énorme et d'innovation scientifique. Il y a énormément de projets de recherche, bien sûr à Grenoble, partout en France, et sur le site santé de Grenoble, avec une université de haut niveau, des écoles, des équipes de recherche. Il y a beaucoup aussi de projets de recherche et d'innovation pour continuer à inventer. Et chaque jour, des tas de choses sont inventées.
Dernière question, là, vous êtes directrice du CHU depuis 2018, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous allez aller ailleurs? Est-ce que vous savez comment ça marche? Vous êtes nommé, vous faites une demande de partir. Comment ça fonctionne quand on est directrice du Alors, CHU? on est nommé, on peut demander à changer de poste si on a envie, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a des opportunités qui peuvent se présenter, etc., etc. En ce qui me concerne, j'ai bien envie de continuer un petit peu encore sur Grenoble, parce que on sort quand même d'une période où il a fallu du temps pour arriver à reconstruire nos fondations managériales, hein, je dirais, et redéfinir la façon dont les équipes participent aux décisions. Là, on travaille beaucoup sur un chantier qui ne se verra pas, qui est le chantier de la délégation de décision vers les équipes de terrain, puisque nous, on est une entité juridique, on a un budget, un conseil de surveillance pour gérer 12 000 personnes, 1 milliard d'euros de dépenses ou de recettes. Et là-dedans, quand vous êtes infirmier ou médecin dans un service, comment vous vous situez et comment vous avez l'impression de maîtriser votre destin et d'y participer. Donc, on travaille beaucoup sur la délégation de décision pour arriver à avoir des unités plus opérationnelles et plus autonomes, mais ça ne se décrète pas, hein, il faut construire ça, et pour moi, c'est un projet qui est quasiment aussi important que le projet de reconstruction matérielle de l'hôpital Michelin. Et j'associe volontiers ces deux socles. Il y a des fondations, on voit bien un bâtiment, il faut qu'il y ait des fondations, il faut qu'il y ait des réseaux, etc. Et bien sûr, le management, c'est un peu pareil. Il faut qu'il y ait un socle de fondations managériales qui permettent aux équipes de travailler dans un bon cycle vertueux, qu'au niveau de la direction, on soit là pour accompagner les équipes. Et ça, c'est du travail aussi qu'on travaille. Donc j'ai vraiment envie de continuer à avancer sur ces deux projets. Et puis après tout peut arriver, hein, et bon, on verra. Mais je suis très heureuse de travailler avec mes équipes. D'accord. Comme on a un peu de temps, j'ai une question subsidiaire, oui. Certains m'en voudraient de ne pas vous la poser. Est-ce qu'un jour il y aura des urgences dentaires à Grenoble, au CHU de Grenoble? Alors, pour l'instant, on a la maison, comment s'appelle-t-elle? Solidan, pardon. Je pensais à les soins. Donc, on a déjà Solidan, hein, qui permet de délivrer des soins dentaires à ceux qui ne peuvent pas se les payer. Vous connaissez le projet Solidan? Donc, c'est un projet de partenariat entre cette association extraordinaire de dentistes qui font un travail fou et le CHU, puisqu'on est loge au CHU, juste à côté de la maison des femmes. Donc, c'est aussi une des missions du CHU. Après, les urgences dentaires, pour l'instant, non, on n'a pas. Pour l'instant, on n'a pas. Mais par contre, on a des projets de création de formations supplémentaires en odontologie avec plus de professionnels de santé. D'accord. Bien, M. Racino, merci infiniment. Merci à vous.